c'est bon de voir une salle pleine. 300 places vendues, imaginez-vous. 300 places, 300 personnes devant moi. 300 visages prêts à écouter, à voir et réagir au discours de ces 12 orateurs. C'est fou, on peut s'applaudir. C'est fou aussi car, imaginez-vous, 300 c'est 10 fois plus que le nombre d'étudiants à un amphi ce matin. C'est le nombre total des lecteurs d'Anne Hidalgo. 300 c'est aussi le titre d'un film qui n'a rien à voir avec cette soirée. Mais 300 c'est vous, 300 c'est nous, présents ici, ensemble, afin de célébrer cette grande messe de l'éloquence. Alors avant d'ouvrir ce concours, je souhaitais lancer quelques salutations. Tout d'abord, un grand merci aux étudiants de Sciences Po Lyon qui ont répondu présent pour voir ces orateurs. Merci à vous. On sait aussi que c'est pour les potes à 5 € et on vous connaît suffisamment. Je salue aussi nos associations partenaires. Horizon Parrainage, une association qui promeut le parrainage de proximité auprès d'enfants et d'adolescents vivant dans un environnement socio-affectif fragilisé. Un grand merci enfin à Baratin, une association axée sur l'éloquence à Saint-Étienne. Nous sommes en collaboration avec elle depuis 3 ans et ce sera Mathilde, Inès et Laïa qui ouvriront ce concours d'éloquence. Fin des big up, place désormais aux phrases pompeuses à rallonge, bien aimées des Sciences Piz qui vous seront imposées tout au long de la soirée. L'éloquence. L'éloquence est un mot qui semble empoulé, parfois mal aimé. Pourtant, cet art naît, vit et meurt grâce à des facteurs indispensables pour sa survie, comme une plante avec la photosynthèse ou alors Fillon avec ses emplois fictifs. Alors laissez-moi vous détailler ces 3 facteurs. Le premier élément qui fait naître l'éloquence n'est autre que la lumière. Ce phénomène à l'origine d'une sensation visuelle qui permet de discerner un visage, des mains, un corps avant de l'analyser, de lire des mots, des phrases et des intonations avant de les déclamer onomatopée. Si cette lumière ne se touche pas, n'a pas de masse, d'odeur, ne fait pas de bruit, elle n'est qu'un élément rendant visibles les objets, les corps et les gestes qui se trouvent sur son chemin. Son flot illuminant la scène, l'orateur s'expose au plus grand nombre, laissant la lumière insister sur ses zones d'ombre, appuyée sur ses mains tremblantes, et laisse le public découvrir un corps seul, écrasé par la lueur du spot. Le voici, lui, l'orateur solitaire, accroché à un pupitre, une feuille et des regards, chuchotant « Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Lance-toi » Car en plus de la lumière et de l'orateur, un être conscient doit faire exister le spectacle. Sans toi, au premier rang, ou lui, au dernier rang, ou même elle qui regarde les photos de déclic demain, ou la rediffusion de Bobinophile, ce spectacle ne vivrait pas. Vous, public, avez votre part dans la grâce de l'éloquence, dans sa forme la plus esthétique. Vous êtes la chair de l'émotion. La lumière, le public et l'orateur, 3 ingrédients réunis ici au Théâtre Odéon pour 8 heures de discours. Non. Promis, à 23h, vous êtes au Boston à enchaîner des grosses pintes. Je reprends 3 ingrédients que nous allons consommer, sans oublier le 4e, l'indispensable, le sel qui va donner tout son goût, tout le sens de cet événement. La voix, tremblante, vivante, cassée par le GIEP, chuchotante, c'est la voix qui va donner cette profondeur au spectacle, supportant la pensée, s'adressant à la raison, touchant les émotions. Alors avant d'ouvrir cette cérémonie, laissez-vous vous emporter par la portée de ces voix. Et je me permets de déclarer la 3e. D'accord, t'as même pas parlé de Jules. Jules Favre, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un événement un peu spécial, c'est sa 3e. Vous savez, vous êtes tous des enfants, assis sur ces strapontins trop spacieux, pour vous des sièges de grands. Les yeux écarquillés, les pupilles dilatées dans le noir, vous êtes venus du monde entier. Lyon, Villeurbanne, Caluire et Cuire, Tassin la demi-lune et le soleil ne le sait pas. Ce soir, c'est un événement un peu spécial. Comme je vous l'ai dit, c'est l'anniversaire de Jules. Jules, c'est comme vous, un petit Lyonnais tout semblable à 1000 petits Lyonnais. Il aime aller voir les animaux de la Tête d'Or, retrouver ses amis à Bellecour, le train-train quotidien de Perrache. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est parcourir la ville d'Alain de long en large, pédaler sur son petit vélo à travers les côtes du Rhône, mais également les quais de Saône, avec ses petites routes vélo.
Il aime grimper jusqu'à Fourvière. Le temps d'une ascension, il devient alpiniste, Yves Montand l'Himalaya. Une fois en haut, il prend la main de sa maman, regarde Lyon. Cette immensité est baignée de lumière et son royaume, et il ne faut jamais aller dans l'ombre. Et comme Nolwenn, il en sera le roi. C'est sûr, quand il sera grand, il aura sa part de Lyon. Parfois, le matin, il prend son petit escabeau, le pose au bord de la fenêtre, grimpe, regarde au dehors. Il voit toutes ces personnes, tous ces individus. Ils ont tous l'air très sérieux, les adultes, comme s'ils avaient toujours quelque chose de très important à faire ou à dire. Alors, en ingénu, il leur donne des vies, des parcours, des sens. Ce monsieur en costume, là, c'est forcément un agent secret. Sa montre est probablement une montre de cambrioleur ou même un micro-ordinateur. Et cette dame-là, qui manque plusieurs fois de trébucher parmi les pavés, est probablement une grande équilibriste, qui titube sans jamais s'effondrer. Un petit chien, au devant, sûrement détective, est en train de suivre la piste d'un voleur à partir d'un bout de tissu. Alors de temps en temps, il s'imagine sa vie d'adulte, le regard tourné vers l'avenir. Quand il sera grand, il sera policier. Chut, c'est un enfant, il ne s'est pas encore confronté au LBD. Celui qui demain prendra les barricades prend aujourd'hui tout à la rigolade. Sinon, il pourrait être politicien, président de la République. Il paraît qu'il suffit de faire Sciences Po pour ça. Oh non, autant couper la poire en deux, il sera avocat. Comme ses idoles, il protégera la veuve et l'orphelin. Pour ça, suffit de parler très fort, très vite, sans jamais dire de gros mots. Jules, ce soir, a 3 ans. 1, 2, 3 doigts. La dernière fois que Jules vous a vu, c'était en 2019, ici même. On s'était dit rendez-vous dans un an, même jour, même heure, même pote. Mais nous n'avons pas pu être là. Mais maintenant c'est différent. Tous ensemble nous allons souffler les bougies avec Jules. Tous ensemble nous allons fêter l'enfance. Zut, au problème d'adulte. 12 de ses copains ont décidé de lui faire le plus beau des cadeaux. L'un après l'autre, ils passeront sur cette scène, à ce même pupitre où je me tiens, pour jouer avec l'enfance, avec les mots et avec Jules. Je me permets de couper cette présentation de Jules pour passer à la suite. Voilà, vous avez fait connaissance avec Jules. Mais il est temps de le laisser aller s'asseoir sur son siège, dans l'ombre de la salle. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais il doit laisser la place et partager les projecteurs avec nos chers orateurs, qui sont venus ce soir, en son honneur, discourir. Ils vont rentrer dans la lumière, chacun leur tour. Les 12 amis de Jules, 12 amis de l'art oratoire. Certains le connaissent depuis longtemps, l'ont pratiqué à maintes reprises, sont rodés, entraînés. D'autres sont de nouveaux copains. Ils ont travaillé dur pour offrir à Jules le meilleur de leurs pensées, le meilleur de leurs idées, le meilleur d'eux-mêmes. Chacun avec son style, son ton, sa ferveur ou son calme, ils vont s'adresser à votre cerveau, à votre cœur et à vos tripes. Tous, ils souhaitent transmettre à Jules un message sur l'enfance, la sienne, la leur, la nôtre. Grâce à notre cher Jules Favre, ils vont passer des obscures salles de l'IEP à l'éclat des spots de la Comédie Odéon. Nous pouvons les féliciter. Face à eux, un fantastique jury nous fait l'honneur de sa présence. Un jury de personnalités rompues à l'exercice de la prise de parole en public. Certains habitués des plateaux de tournage et de télévision, d'autres des planches de théâtre, et d'autres encore des amphithéâtres combles. Ils ont accepté à titre exceptionnel ce soir pour Jules de passer de la lumière à l'ombre afin d'évaluer les orateurs de Favre. Ce n'est qu'en fin de soirée qu'ils nous éclaireront de leur jugement et départageront les concurrents. Vous devez être impatients de les voir arriver. Nous allons donc accueillir ce jury qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Notre premier membre est journaliste et romancière de renom, passée entre autres par Libération et Marianne. Elle travaille aujourd'hui pour Le Monde et intervient fréquemment sur des émissions de télévision. Elle a écrit plusieurs romans, dont Tu t'appelais Maria Schneider, qui a rencontré un grand succès. Nous pouvons applaudir Vanessa Schneider. Bonjour.
Notre second juré. On l'aimait bien, mais il nous a quittés et maintenant nous sommes tous orphelins. Putain de mandat, putain de destin, tiens, ça craint. Enseignant-chercheur en sciences politiques, 3e vice-président de la métropole de Lyon, il est le premier directeur dans notre cœur. Il a toujours soutenu les événements associatifs majeurs de l'école. Nous sommes donc honorés qu'il ait accepté d'être parmi nous ce soir. Merci d'accueillir Renaud Père. Notre troisième membre du jury est un metteur en scène aguerri, lauréat du concours Villa Médicis hors les murs. Il monte notamment le spectacle Pornographie en 2010 au Théâtre de la Colline à Paris. Ancien directeur du Centre dramatique national de Thionville, il est nommé directeur de l'ENSAT de Lyon en 2018. Mais il est aussi chevalier des arts et des lettres. Nous recevons Laurent Wittmann ce soir. Notre quatrième jurée est belge, comédienne respectée. Elle occupe le rôle principal dans Au nom du fils de Vincent Lanoux, qui lui vaut un Méliès d'or. En 2017, elle obtient le Magritte de la meilleure actrice. Les sciences-fils que nous sommes la connaissent dans le rôle de Véronique Bosso, première adjointe au maire de Dunkerque, dans la série Barre Noire. Elle a accepté de venir ce soir et nous sommes fiers d'accueillir Astrid Vetnal. Et voici l'heure d'annoncer le dernier membre du jury. Comédien émérite, il nous a tous subjugués par ses talents d'éloquence en tant que commissaire, capable de transcender les troupes à coups de « Alerte générale !» et de « Mission Cobra ». Cependant, c'est en revêtant les habits du général dans le grand Charles qu'il prouve sa qualité d'acteur de premier plan. Il arrive tout droit de Marrakech, Bernard Fassi nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Nous remercions chaleureusement notre jury d'être présent avec nous ce soir. Et nous laissons bientôt la parole aux jeunes oratrices de Baratin. Voilà. Et on va conclure ainsi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de faire l'ouverture de ce grand concours. Pour ce faire, nous avons décidé de chacune définir une des 3 notions du sujet de ce soir. L'art est-il un jeu d'enfant? Nous laissons ainsi soin aux candidats suivants de définir si oui ou non, pour eux, la réponse à cette question. Vous ne vous êtes jamais demandé devant une œuvre d'art, est-ce vraiment de l'art? Même un enfant aurait pu le faire? Je pense que si. Moi-même, je fais partie de ces personnes. Pourtant, l'art relève d'une certaine maîtrise de compétences ou de technique, d'où son origine du terme techné en grec. L'art nécessite également certaines aptitudes naturelles, plus développées chez certains que d'autres, il faut bien le reconnaître, comme l'habileté, l'adresse ou encore le savoir-faire. Certains en ont fait leur métier, d'autres l'ont gardé en simple loisir. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'art reste que de vagues souvenirs d'enfance. Mais qui considère-t-on comme artiste? Comment définir si une activité est artistique ou non? Pouvons-nous qualifier l'art de jeu quand certains en ont fait leur métier? Beaucoup de questions, dont la réponse est assez subjective et dépend de la vision de chacun d'entre nous. Les bonhommes faits de bâtons que l'on faisait quand nous étions en école primaire et dont nous étions si fiers d'offrir à nos parents,
Étaient-ils des œuvres d'art? Posez-leur la question. D'un regard objectif, je ne suis pas sûre qu'ils partagent cet avis. En parlant de questions, j'en ai une dernière pour vous. Vous rappelez-vous, au fin fond de votre mémoire, à partir de quand, pour vous, l'art n'était plus un jeu? En cherchant au fin fond de notre mémoire, on se rend compte qu'on a tous ce souvenir d'un moment où, en famille, entre amis, voire avec des inconnus, nous sommes en train de jouer à un jeu. Souvenir qui nous rend heureux à l'instant où il affleure à notre conscience, mais aussi souvenir de l'instant du jeu où nous sommes peu heureux de perdre la partie. Jeu de cartes ou jeu de plateau, jeu coopératif ou jeu vidéo, jeu d'aventure ou jeu de rôle, il y en a pour tous les goûts, et qui visent le même but, nous procurer du plaisir. Mais, parmi tous les instants ludiques de notre vie, ceux que l'on préfère sont ceux où, enfant, l'on est en train de jouer avec l'imaginaire. Qui ne s'est encore jamais vu pirate à la recherche de son navire, qu'il finira par retrouver après avoir détruit le repère secret de son adversaire? Qui ne s'est encore jamais vu en train de jouer à cache-cache dans la maison familiale avec ses cousins pendant que les parents discutent autour d'un café? Que de bons souvenirs. Et puis l'on grandit. Et tout cet imaginaire, tous ces jeux, tous ces rêves éveillés se muent en une réalité plus lente, moins trépidante. On troque nos jeux d'action contre des jeux moins enjoués, moins animés, moins spontanés, plus sérieux, plus réfléchis, plus immobiles. Mais n'est-ce peut-être ici le schéma de nos vies? Et tous ces jeux, n'en sont-ils pas l'illustration? En parlant d'illustration, je voudrais vous parler d'art. En grandissant, nous rencontrons l'art, qui va nous faire mûrir encore plus, qui va nous permettre d'évoluer. On passe alors de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. À travers cette évolution naturelle, on oublie nos souvenirs datant de nos petits. Mais, parfois, cet art peut nous renvoyer à l'amont de nos vies. Comme quand déjà âgés, nous dégustons à nouveau ce bonbon qui était notre favori étant petit. Légèrement acidulé, mais juste assez pour nous faire venir aux yeux quelques picotements. Cette sensation qui nous traverse et nous renvoie au temps des souvenirs. Ces frissons, ces réminiscences et cette nostalgie qui nous ramènent en enfance. C'est à cet instant-là que l'on se demande si l'art ne serait pas un jeu d'enfant. Alors un jeu, peut-être, mais qui peut être considéré comme un enfant? Au premier abord, on voudrait dire qu'un enfant est un être humain qui a entre 4 et 12 ans environ. Mais, quand vous étiez enfant, personne ne vous a jamais dit que vous étiez un gamin. Personne ne vous a jamais fait cette blague de mauvais goût, de vous dire que vous avez 8 ans d'âge mental, alors que vous en avez plus du double. Vous ne vous êtes jamais retrouvé assis à la table des enfants pendant un repas de famille, alors que vous vouliez plutôt participer aux conversations d'adultes. Et vous-même, à 40 ans passés, vous ne vous êtes jamais surpris à regarder des dessins animés à la télé comme les Simpsons par exemple, ou à manger un paquet de bonbons entier en une seule soirée. Avec un peu de recul, on se rend compte que tout le monde a gardé sa part d'enfant au fond de soi. C'est un petit aspect de notre personne qui va venir refaire surface de temps en temps, accompagné d'un peu de nostalgie de l'ancien temps. Et puis, tout est subjectif. Pour certaines personnes, vous serez très mature, alors que pour d'autres, vous ne le serez pas du tout. Et c'est justement cette deuxième catégorie de personnes qui va vous considérer comme un enfant. La maturité est subjective, quant à l'âge, il est universel. D'ailleurs, la maturité d'une personne peut varier selon les situations, alors cela confirme qu'à n'importe quel âge, quelqu'un peut être considéré comme un enfant. Au passage, dans certains lieux publics, le tarif enfant s'arrête à 10 ou 12 ans, alors qu'aux yeux de la loi, c'est jusqu'à 18 ans. Rien qu'avec ça, on se rend compte que l'âge des enfants n'est pas précisément établi. Enfin, je pense que certains adultes sont juste de grands enfants qui n'ont pas voulu grandir, alors que certains enfants sont de jeunes adultes que la vie a obligés à gagner en maturité. L'art est quelque chose d'intergénérationnel. Des petits de 3 ans aux personnes âgées de 80 ans, tout le monde peut aimer l'art, le dessin, le cinéma, la sculpture, etc. Si on part du principe que peu importe notre âge, on reste un enfant, alors je dirais que oui, l'art est un jeu d'enfant. Nous avons tous un enfant ou un artiste qui sommeille en nous.
Mais pour répondre à la question « L'art est-il un jeu d'enfant ?», plusieurs réponses sont entendables. Pour ça, on laisse les candidats tenter de vous convaincre de leur vision des choses. Alors je vais mettre une petite veste de juriste un peu pénible et rappeler les règles du concours. Elles sont simples, 12 orateurs vont passer chacun leur tour. Ils et elles auront 4 minutes 30 exactement pour vous convaincre et convaincre le jury. Les sujets leur ont été imposés et le thème général de la soirée est l'enfance. Un podium sera décerné par le jury et vous, chers spectateurs, pourrez voter afin d'attribuer le prix du jury. On vous expliquera tout cela à la fin. Je vais demander à chacun d'éteindre son téléphone et de rester silencieux durant l'ensemble des discours. Un entracte d'une vingtaine de minutes est prévu pour que vous puissiez grignoter un peu. Des sandwichs et des planches seront prévus au bar. Lors des délibérations, je vous prierai de rester à votre place, car Tempo et la meute vont vous préparer quelque chose que vous n'allez pas oublier de sitôt. Alors c'est bon, ça y est. On peut le dire ensemble. Nous déclarons la 3e édition du prix Jules Favre ouverte. Et nous allons commencer avec le premier sujet. Petit frère n'a qu'un souhait, devenir grand. Allez, négative, Adrien Chambon. Alors, de l'introduction de Jean, je suis la voix cassée, j'espère pouvoir être à la hauteur avec quelques octaves de moins. Donc, petit frère n'a qu'un souhait, devenir grand à la négative. Il est étrange de supposer qu'un petit frère ne souhaite pas devenir grand. On aurait pu vous présenter avec une rare éloquence pourquoi il ne souhaite que ça. Difficile de croiser des petits garçons aujourd'hui qui ne répètent pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Ils se définissent par leur futur et c'est tout naturel. Leur quotidien est rempli de restrictions que n'ont pas les grandes personnes. Cependant, si vous le permettez, revenons un peu en arrière et demandons-nous pourquoi diable les jeunes enfants ont-ils cette fascination pour leur futur. Pourquoi la volonté d'être très grand très vite les obsède. Pourquoi cette énergie créatrice, cette imagination sans limite semble si souvent dirigée vers leur perspective d'avenir. Pompiers, policiers, astronautes, pilotes, quand je serai grand, je saurai. Oh, combien cette phrase vous est familière. Les enfants sont des êtres exceptionnels, d'une innocence unique. Nous aimons à penser qu'ils vivent dans une bulle protectrice dans laquelle nous les gardons, un espace vide de tout danger où nous parvenons à les voir grandir et s'épanouir. Chaque acte de gentillesse ou de détermination venant d'eux est une ode à notre succès comme parents, comme tuteurs, comme grands frères. On leur apprend des leçons que nous avons retirées de la vie, en oubliant pieusement que si nous avons eu leur âge un jour, le monde était incroyablement différent à l'époque. Au sens des mœurs, certes, mais nous étions différents. Les prismes de lecture de cette période sont continuellement superposés avec les années, altérant à jamais l'image de nos souvenirs. Alors ces leçons portent sur l'empathie, la compréhension, mais aussi le besoin de réussir, la méfiance envers les autres, la force d'affronter le monde. Nous projetons cette aura d'expérience sur les enfants autour de nous avec laquelle ils grandissent guidés et sereins. Mais lorsqu'on y pense, il n'y a pas de réelle raison pour qu'un enfant veuille grandir. Si ce n'est par mimétisme peut-être. Les autres sont grands, ceux que j'admire sont grands, mes héros de films, de livres, de musique sont grands, mes parents sont grands. Mais d'un autre côté, la phase du mimétisme s'étiole rapidement. Les enfants appliquent leur propre imaginaire sur la question, ils façonnent les réalités différentes, ils la réinventent, ils font fi des règles comme moi je fais fi de la règle des 4 minutes 30, ils deviennent des chevaliers, des cow-boys, des animaux, des dinosaures, des robots, des professions tout aussi imaginaires qu'éloignées de notre quotidien. Les enfants perdus sous l'égide de Peter Pan portaient bien des costumes d'animaux, non? Alors pourquoi se met-il à aspirer à quelque chose de plus réel, à vouloir être comme nous, à grandir? Peut-être que nous avons mal compris. Peut-être que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on a pu croire. J'ai souligné plutôt qu'il était étrange de dire qu'un enfant ne souhaite pas devenir grand, mais d'où vient cette évidence? J'ai souligné aussi plutôt que nous souhaitons plus que tout au monde bâtir autour d'eux une bulle protectrice, mais nous savons tous que c'est impossible, n'est-ce pas? Le monde qui nous entoure, la culture véhiculée par les films et les séries qu'ils regardent, les livres qu'ils lisent, les musiques qu'ils écoutent, l'enfant est une page blanche sur laquelle le monde veut écrire tout un roman. Comment lutter lorsque la société qui vous entoure répète certains messages à nos enfants qui ne peuvent passer inaperçus? Le patriotisme à outrance, ou la rébellion face à l'autorité, l'indépendance par la violence ou l'émancipation par la réflexion, toutes ces idées proviennent d'œuvres culturelles grandioses, de la capacité qu'elles ont à résonner dans l'esprit des gens, et particulièrement dans celui des enfants. Là, un enfant souhaite devenir un écrivain, un rappeur, un soldat, un astronaute. Mais est-ce vraiment lui qui veut devenir grand?
Si nous regardons l'impact du monde extérieur, il faut regarder jusqu'au bout. Si la culture de notre société impacte le développement de nos enfants, il y a un facteur à prendre en compte. Nous les tuteurs qui, en cherchant à leur offrir un monde de liberté et de bonheur, restreignons implacablement leur vision en imposant la nôtre. Serait-ce si difficile à croire? Nous projetons sur nos enfants nos leçons de vie, notre histoire, nos regards d'adultes. Lorsqu'on veut leur inculquer des valeurs fondamentales, nous projetons aussi une partie de nous-mêmes en eux. Nous bâtissons en eux le symbole parfait de ce qu'ils doivent atteindre, des adultes responsables, forts, empathiques, subtils, intelligents, tolérants, compréhensifs, mais ce symbole est pourri par nos défauts, nos frustrations, nos échecs, nos peurs maladives, nos traumatismes. Est-ce si étonnant que pour nous plaire, il rêve tant d'atteindre au plus vite cet idéal que nous façonnons, tout bancal soit-il? Nous sommes fautifs. Notre petit frère ne souhaite pas nécessairement devenir grand, mais nous le poussons à le vouloir, inconsciemment en le plongeant dans notre existence de grande personne. Mes amis qui m'écoutaient ce soir, réalisez que si les grands frères et grandes sœurs de ce monde souhaitent voir leurs petits frères et petites sœurs devenir des adultes exemplaires et heureux, laissons-leur le temps. Abandonnons les leçons trop brusques au profit de celles de la vie, la leur et pas la nôtre. Une citation de Sylvain Tesson: l'homme est un enfant capricieux qui croit que la terre est sa chambre, les bêtes ses jouets, les arbres ses hochets. À la positive, Martin Delporte. Nous sommes dimanche. Le repas de famille commence. Ça y est, les enfants sont arrivés. Ah, l'enfance. La jeunesse. C'est difficile aujourd'hui de les voir sans y repenser. Aujourd'hui, ils sont capricieux et insupportables. Dès qu'ils n'ont plus leur tablette, ils courent, hurlent, tombent, glissent, pleurent, posent des questions débiles. Mais on a été cons comme ça à leur âge. C'est vrai qu'à en dire. Le pire, si vous voulez voir un enfant capricieux, c'est l'apéritif. Un champ de bataille. Il suffit qu'un adulte se lève pour dire « santé », l'assaut est lancé. Il déboule sur les gâteaux comme des soldats russes à la frontière. Il saute sur les chips, attrape le saucisson, gobe les petits fours et rote après avoir bu du sec. Puis, quand ils finissent par dormir sur le canapé, après avoir tout avalé comme l'aurait fait Gérard Larcher, je regarde ces petits porcelets en repensant à comment j'étais à leur âge. Franchement, aucun regret d'avoir grandi. Ma vie, c'est un vrai conte de fées. Grandir, c'est fait. Travailler, c'est fait. Devenir chiant, c'est aussi un peu fait. Les enfants sont comme l'homme, capricieux. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent et pensent être chez eux n'importe où. Mais ô combien ils ont raison. Parce qu'ils ont compris que l'égoïsme était la solution face à la déception. C'est l'innocence. Et l'innocence, c'est l'essence de la vie. Qu'est-ce qu'on rêvait à leur âge quand même, hein. On se disait qu'on serait super-héros, agents secrets, cuisiniers, princesses dans un conte de fées. Et nous finirons seuls, tristes, déprimés, secrétaires de sous-préfet sur lequel on s'essuie les pieds. Puis, on s'alignait dans les rangs de par deux et on allait à la cantine, manger en s'en mettant partout comme de par Dieu. Nous étions des énergies tout excités à courir comme des fous alliés. Et nous finissons comme des larves humaines, fatiguées et essoufflées quand il s'agit de monter un escalier. Les caprices, ça nous connaissait. On ne se refusait rien. Vous oseriez, vous, à la caisse du supermarché, à 5 ans, redire à votre mère « Oh maman, regarde, il est gros lui, hein !» Je vous le déconseille. Pourtant, à cette époque, on s'en fichait. Le centre du monde, c'était nous. Vous vous rappelez quand vous arriviez au CP, à peine réveillé, avec un jean aux genoux usés parce que vous aviez fait des dérapages dans le couloir, ou encore la morvonnée. Certains avaient même un ruisseau directement relié à leur bouche qu'ils n'hésitaient pas à aspirer. Ah, c'était la belle époque, hein. Le monde était à nous. La campagne était notre chambre. On s'en fichait du blé, on voulait juste avoir la liberté. Surtout, on se rendait bien compte que la terre sègue les amitiés, et on avait une épautre sur laquelle s'appuyer. C'était le temps des secrets, la maison, le feu de cheminée, le chien Marcel, qui ne répondait qu'au nom d'Épagnol. Les oiseaux étaient nos alter ego. Volant, chantant et déféquant partout,
Et oui, parce que vous l'avez sûrement oublié, mais à l'époque c'était partout, tout le temps, devant n'importe qui, n'importe quand. Il n'y avait qu'à faire son boulet. C'est loin, hein. Enfin vous inquiétez pas, d'ici 50 ans ça reviendra. Ce genre de choses, ça ne s'oublie pas, ça vous colle la peau. Capricieux peut-être, mais surtout encore innocent et bercé d'illusions. Nos journées, c'était dormir, manger, rigoler. Jamais on n'imaginait qu'un matin on se réveillerait sans rigoler et courir partout. Jamais on se disait qu'il fallait profiter de chaque minute de notre temps, parce que tout le monde ne serait pas là tout le temps. Alors des claques, on en a pris depuis qu'on est né. La plupart, on se les a mises nous-mêmes. Enfin, que voulez-vous? Nous grandissons et apprenons à aimer la vie. Parce qu'on se rend bien compte que les beaux jours sont finis et qu'on ne pourra pas toujours rester petit. Puis après tout, le beau changera toute la vie. Comme ne le cesse de le répéter Flaubert à son héroïne, Emma, le beau varie. Mais au fond, si on veut vivre comme on veut, on a besoin d'être capricieux. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous rend vieux. Quand est-ce qu'on va arrêter de se prendre au sérieux? Non, tout bien réfléchi, je veux continuer à être capricieux. À dire je le veux. Ça ne s'arrêtera pas parce qu'on est trop vieux. Je veux continuer à courir quand tout le monde a ralenti. À dire je t'aime, même si c'est fini. Mais surtout à croire que c'est jamais fini tant qu'on est toujours en vie. Parce que vieillir, c'est laid et aigri. Savoir la rancœur, alors qu'un enfant aurait dit tant pis, on s'en fout, on a toute la vie. Alors oui, les enfants sont capricieux. Oui, l'homme est capricieux. Et vous tous devez continuer à rester capricieux. Car il n'y a qu'en étant capricieux que l'on aura vraiment ce que l'on veut. Et la négative, veuillez accueillir Apolline Gauthier. Cher jury, cher public, oratrice, orateur, bonsoir. J'espère que vous êtes confortablement installés, bien assis sur vos sièges en tissu synthétique, ni sain, ni éthique, à me scruter sous cet éclairage halogène dans cette immense salle chauffée à grands frais pour votre bon plaisir. Ne seriez-vous pas finalement de ces enfants capricieux pour qui ce théâtre est une chambre bien confortable, un acquis à ne pas interroger, une facilité tout au plus? Ah, quel joyeux mélange de science-piste et de la bonne société lyonnaise! À vous, tout vous appartient, n'est-ce pas? Le monde, la terre, les bêtes, les arbres, vous en disposez comme on vous semble. Hop, petit avion, direction Bordeaux, Barcelone ou Bangkok, et puis vous résistez farouchement à cette nouvelle folie mélanchonesque que d'interdire les vols intérieurs alors qu'il existe un trajet en train de moins de 4 heures. Il s'agirait d'aligner les zéros de votre bilan carbone avec ceux de votre compte en banque. Sinon, ça ne serait pas chic. D'ailleurs, vous prenez souvent des bains, non? Vous ne m'avez pas l'air d'acheter vos lentilles corail et vos pois chiches en vrac non plus. Vous devriez avoir honte. Mais bien entendu, je plaisante. Qui suis-je pour juger l'intégralité de la nature humaine, pour affirmer que l'homme est un enfant capricieux quand moi-même je me suis chauffée tout l'hiver au gaz russe? Nous avons bien tous nos caprices. Mais affirmer que l'homme est un enfant capricieux, ce serait aussi, je crois, nier ma propre jeunesse d'enfant de hippie. Les vacances en van non climatisées, à rouler vitres ouvertes dans les Cévennes ou les Cinq Terres, à nager dans toutes les rivières, courir après les gallinacés et ramasser des centaines de crustacés. Je sais donc replier ma tente plus vite que mon ombre, griller des chamallows sous la pleine lune et reconnaître assez de constellations pour avoir l'air experte en astronomie. Je suis tombée amoureuse de petits villages et de paysages, de cuisines et de visages. J'ai honoré les pins des montagnes jurassiennes et regretté les forêts enflammées des campagnes portugaises. De ces vacances libres, j'en retiendrai sans doute que l'enfance n'est jamais un caprice. Être enfant, ce n'est pas s'approprier ce qui est autour de soi, comme autant d'objets à conquérir, la terre, les animaux, les paysages. Ce n'est pas s'amuser à s'approprier, puis jouer à détruire. Non, ça c'est simplement être mal élevé. La véritable veille de l'humanité, l'enfance, c'est précisément cette découverte in situ. C'est faire l'expérience d'une liberté absolue, celle de découvrir le monde, de se fondre dans 1000 de ses secrets et d'en inventer 1000 autres.
Ainsi, si l'homme est un enfant capricieux, il est aussi puissance d'émerveillement devant la grandeur des cieux, les loutres trop mignonnes qui se donnent la main en dormant, les grands sommets enneigés et l'écho de sa voix dans les vallées. Alors bien sûr, Descartes a bien dit un jour se faire comme maître et possesseur de la nature, si bien que tout le monde a jugé bon de construire des îles artificielles en forme de palmiers ou des pistes de ski en plein désert. Mais finalement, comme un Français sur deux projette de tout quitter pour fonder une chèvrerie artisanale et biologique en se laissant pousser 2 ou 3 dreadlocks à l'arrière du crâne, à mon avis, nous sommes plutôt plus proches du salut que ce qu'on ne pourrait croire. Et même les agriculteurs pesticidaires des plaines de ma Bretagne armoricaine n'y sont finalement pas pour grand-chose. Accros aux graines monopolisées par Monsanto et s'empoisonnant au glyphosate pour ne pas perdre le petit rendement qui leur assure une exploitation viable. Non, dans leur cas, la terre n'est pas une affaire de jeu, pas plus que les bêtes qu'ils élèvent ou les arbres qui les entourent. Il s'agit bien plutôt d'un héritage cancérogène, d'une gangrène politique qui les fait vivre autant qu'elle les stigmatise. Mais entre nous, eux au moins, ils n'ont pas de dreadlocks. Je ne suis donc pas certaine que l'homme avec un grand H pense véritablement la terre comme sa chambre. D'abord tout simplement parce qu'on réserve l'occasion de dormir sur du labour à côté des lombriques pour notre hôtel mortuaire 5 étoiles. Quant à penser les bêtes comme ses jouets, plus que d'autres choses, il doit surtout s'agir de l'influence du lobby carniste, celui qui déteste les véganes et milite à grands coups de planches de charcuterie. Dès lors, mesdames, messieurs, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'homme soit un enfant capricieux. Il est peut-être tout simplement un enfant seulement. Alors ne soyons pas capricieux, mais soyons malicieux, facétieux, et pour toujours, ouvrons nos yeux. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, à la positive, Gabrielle de l'Église. Mesdames, messieurs, camarades, grandes personnes et ceux qui étaient toujours assis devant sur la photo de classe, bonsoir. En tant que jeune étudiant de 21 ans et 171,03 cm de haut avec chaussures, je me suis senti profondément offensé par ce sujet. Pour moi, devoir défendre ces tours chancelantes me fait l'effet d'une humiliation. Les voir me toiser du haut de leur mètre 80, 85, 90 fut l'un des plus grands défis de ma jeunesse. Toute ma vie, j'ai cherché des avantages à ma taille modeste. Manger au tarif moins 12 ans au restaurant, m'habiller dans le rayon enfant quand je fais mes emplettes, suivre l'évolution du score d'Anne Hidalgo sans baisser la tête, bref, rien d'exceptionnel. Mais je sais ce que vous pensez, petit malin. Gabriel, crétin, par grande Saint-Exupéry entendez l'âge et non pas la taille. Et je vous répondrai que malgré mes évidents points communs avec le Petit Prince, c'est-à-dire la coupe de son mouton et son incapacité à en dessiner un d'à peu près bon, je n'ai pas sa vivacité, vous me pardonnerez. Mais que cela soit par les 15 années ou les 15 cm qui nous séparent, les grandes personnes ont toujours été à part. Le long de mon enfance, j'ai eu mes modèles, ces êtres qui, même s'ils ne viennent pas du ciel, m'ont guidé de façon solennelle de la maternelle à ma brillante carrière professionnelle. Mon père qui m'a appris à taper dans un ballon, ma mère qui m'a appris à avoir de l'ambition, Nicolas Sarkozy qui m'a appris qu'après tout c'est pas grave, 13 inculpations. Et pourtant, la vérité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les grandes personnes sont bien extraordinaires, mais c'est le sens de l'extraordinaire qu'il nous faut reconsidérer. Mon adversaire, Constance, constante dans l'inconstance et le manque de contenance, vous dira que les grandes personnes sont conspuatrices, condamnables, conformistes ou même connes. Et je le concède, nous le sommes. Voire même plus, c'est incroyable à quel point les grandes personnes peuvent être corrompues. Et c'est là tout le sens de ce discours, car même dans l'excès et le mal, on peut trouver de l'extraordinaire. Aux yeux de l'enfant qui ne sait rien, tout est sujet à l'émerveillement, car la morale ne sépare pas encore le bien du mal. Il n'y a rien de plus sanguinaire qu'un enfant, une bouteille d'eau et une fourmilière, à part la guillotière. Ainsi, à mes idoles de jeunesse s'ajoutent les démons de la tentation, ces êtres de vice et de malice qui m'ont tout autant appris que leurs complices.
Mes voisins beaufs qui m'ont montré les ravages de l'alcoolisme et du racisme, les bourgeois du 5e qui m'ont fait découvrir le cynisme et l'égoïsme, les campings du Sud qui m'ont appris l'hédonisme et le nudisme, et ce sans que j'aie besoin d'aller au cours de catéchisme. Et puis, l'on grandit et les idoles changent. Les super-héros laissent place aux idéaux. On les abandonne, les pacifistes et les colons, pour des personnages plus sombres. Batman qui échappe toujours à la prison, Arsène Lupin qui réalise les vols les plus audacieux, Patrick Balkany qui fait un peu des deux. L'adolescence sonne alors le glas de l'enfance et l'innocence. Le temps passe et s'efface. Les questions apportent les réponses détruisent le mystère, et sans mystère, pas d'extraordinaire. Nos illusions se brisent une par une. Lance Armstrong était plus équipé qu'un pharmacien, Thierry Henry a marqué de la main, vos grands-parents n'étaient sûrement pas tous résistants, Sciences Po Lyon ne m'assure pas de devenir président à 20 ans. Mensonges et songes vont de pair, je vous en tiens responsable, monsieur Père. Notre vision change, elle s'éclaircit ou s'assombrit. Les dogmes que nous avons appris sont lentement déconstruits, réduits en charpie, taillés en pièces par l'expérience que nous gagnons jours après nuit. Par exemple, petit, les romans de Guillaume Musso me faisaient frémir. Aujourd'hui, j'ai appris à lire. Petit, je considérais les filles comme des sorcières. Aujourd'hui, je retournerai ciels et terres pour leurs yeux verts. Petit, je pensais que les dealers étaient les gardiens des enfers. Et aujourd'hui, rien du tout, étant donné que mes parents sont dans la salle. Ainsi, à cause ou grâce à leur manque d'expérience et de connaissances, nous sommes aux yeux des petits princes tous extraordinaires. Même vous, monsieur Farcy, ils n'ont pas encore vu Taxi. Mais peut-on vraiment se vanter de cette image erronée? Peut-on se vanter de mériter leur admiration? Vient alors le moment où nous avons le choix. Le choix de leur montrer notre corruption ou le choix de leur donner raison. Le choix de leur apprendre à craindre l'homme comme le loup ou le choix d'assumer le rôle du berger. Et si au fond, comme moi, vous êtes trop maladroit pour leur dessiner un mouton, dessinons-leur un avenir qu'ils aimeront. Merci. Et à la négative, on peut accueillir Constance Durand. Un soir ordinaire de semaine, choisissez un bar, n'importe lequel. Voilà les grandes personnes que vous y trouverez. D'abord, les pleureurs. Ah, mon patron, je le hais. Mais le pire dans tout ça, c'est que la machine à café est encore cassée. Il y a aussi ceux qui se croient supérieurs. Tout à l'heure, je suis allée voir une exposition sur l'urinoir de Duchamp. Oh, c'était bouleversant. Par contre, mon gosse a sorti devant tout le monde que c'était bizarre, je savais plus où me mettre. Ouais, c'est lui. Puis il y a les vieux qui boivent pour oublier qu'ils sont vieux. Alors les jeunes, ça boit quoi? Oh, soyez pas gênés, j'ai 18 ans dans ma tête. Ouais, tous les mêmes personnages d'une comédie un peu pathétique. Savez-vous que 99% des enfants s'identifieraient plus à Batman qu'à Elon Musk, contre 10% des adultes? Pourtant, c'est juste deux hommes riches qui ont un méga-jet. Ok, je viens d'inventer ces chiffres. Mais après tout, pour attirer l'attention de personnes sérieuses comme vous, il n'y a que ça qui marche. Je voulais juste illustrer que quand on était encore à l'école, on rêvait vraiment de devenir monsieur et madame tout le monde. À la question « Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard ?», il y avait comme réponse « Astronaute, ninja, danseur étoile, actrice, présidente ». En somme, que des métiers du quotidien. C'est beau, non? D'être enfant, d'être capable de rêver aussi grand. Si l'on gardait cette candeur, cette innocente ambition, nous serions ce soir entourés de grandes personnes extraordinaires. Mais devenir adulte, qu'est-ce que ça signifie? C'est un état qui vous guette, qui arrive sournoisement, tout doucement, comme l'appel d'un banquier après une semaine d'inté. Un jour, on se réveille, à 18, 20, 30 ans, on se rend compte qu'on n'a pas de prix Nobel, qu'on n'est même pas millionnaire. Alors on se dit que ça sert à rien de se battre et on rentre dans le moule. On abandonne ses rêves
et par la même occasion, ces questions existentielles. Je pense donc que je suis, c'est ça? Alors grandir, c'est ne plus être, c'est mourir. Passé le cap de l'adolescence, il ne reste plus que des fantômes, des clones dont chaque journée est dictée par le triptyque travail, famille, pastis. Alors qu'un enfant, c'est tout l'inverse. Ça se prend pour la Reine des Neiges, aux grandes dames de la musique française et des oreilles des parents. Ça raconte mille histoires qui obtiendraient un Oscar si elles étaient mises en scène. Ça a l'audace de casser le fameux vase de grand-mère sous tes yeux et de dire que c'était un coup de vent. Ça n'a pas besoin de milliers de followers, juste de quelques peluches ou un ami imaginaire à qui parler des beaux yeux de Léon ou du cours des bonbons, parce que ces petits monstres, c'est aussi intelligent. Quand ça force pour faire rentrer l'étoile dans le trou rond, c'est un refus de se plier à sa condition, de s'enfermer dans une case qui nous est donnée à la naissance. Bon, on part d'un âge très jeune. Mais aux manifestations pour de grandes causes comme l'environnement, la lutte contre les discriminations, ou pour l'accès à la bière, l'eau potable pour tous, ce sont de grands enfants qu'on voit marcher. Ah, moi aussi, à ton âge, je pensais que tu pourrais faire bouger les choses, mais le système est corrompu, l'homme est mauvais. Se moquer de ces remarques, comme de la sonnerie de récréation, qui tente de nous ramener aux choses sérieuses, c'est infantile, malicieux, c'est rare, c'est extraordinaire. Alors bravo Gabriel, tu as fait un très beau discours digne des grandes personnes. Tu as la technique, les références, l'humour, l'éloquence. À côté, mes mots ne sont que des balbutiements. Je ne suis encore qu'une enfant qui apprend maladroitement à parler. Mais, pas encore enfermée par des codes, je suis en mesure d'inventer des images qui n'existent pas, de me moquer, de plaire à l'audience, d'apporter un regard plein de naïveté sur la réalité. Attention, je ne renonce pas à devenir adulte. J'espère m'enfuir sur l'astéroïde B612. Parce que si le petit prince a trouvé de grandes personnes étranges, bizarres, extraordinaires, c'est que dans son univers, l'âge ne doit pas compter. On doit pouvoir aimer, regarder des couchers de soleil, explorer, se satisfaire d'une rose comme unique compagnie à n'importe quelle période de sa vie. Bonsoir, j'espère que la panne c'était sympa. Et juste avant de reprendre, je voudrais vous souhaiter une bonne suite de soirée. Mais avant tout, on voudrait faire une petite précision. En effet, on a eu un orateur en moins en première partie, donc c'était Gabrielle qui a eu un empêchement et qui ne pouvait pas venir ce soir. Donc voilà, on pense à elle, elle ne pourra pas discourir ce soir, mais on l'aime et merci à elle d'avoir passé les demi-finales. Du coup, j'espère que la partie vous a bien rendu l'esprit. Ça facilitera la deuxième partie de soirée. Et le premier sujet, du coup, ce sera... Premier sujet de deuxième partie, ce sera « L'école est-elle le berceau de la République ?» Une citation du regretté Lionel Jospin. À la positive, donc c'est Léa Thatcher. Bonjour les enfants. Bonjour. Je suis Madame Thatcher, maîtresse de la CE1B à l'école primaire Jules Favre. Et oui, c'est moi, Madame Thatcher. On me surnomme la maîtresse de fer dans le milieu. Donc on va commencer par faire l'appel, si vous voulez bien. Donc quand je vous appelle, c'est très simple, vous répondez présent. Les enfants ou les sciences-pistes, hein, c'est pareil. Présent. Ah, super. Les parents des enfants? Oui, présent. Super. Le jury? Ah, d'accord. Bon, je vais arrêter parce qu'il y a quand même 300 places, alors si j'appelle tout le monde, ça va être long. Je suis là parce que ce soir, on m'a demandé mon avis sur cette phrase de Lionel Jospin. L'école est-elle le berceau de la République? Et je dois vous avouer que quand je regarde ma classe de CE1B, je suis complètement d'accord. Et oui, je vous assure, mes élèves, ils connaissent déjà tous les codes et les symboles de la République. Ils connaissent la Marseillaise. Bon, c'est vrai qu'au début, ils pensaient que c'était un champ de foot à l'effigie de Kylian Mbappé. Mais ils connaissent aussi le drapeau, hein, bleu, blanc et... rouge. Ouais. Ils connaissent aussi la devise, liberté, égalité et... Fraternité. Ouais, les sciences-pistes, mais vous gérez, dis donc. Vous êtes passé par la CE1B, vous, hein.
Donc on leur apprend cette devise parce que nous, les instituts, on est très attachés aux valeurs de la République. À Jules Favre, on essaye de tout mettre en œuvre pour arriver à une certaine égalité de niveau entre les élèves. Parce que je vous jure que c'est pas gagné. Il y a une catégorie d'élèves en très grande difficulté que j'appelle les VS. Vide sidéral. C'est ceux qui ont rien dans la caboche. Mais bon, c'est pas leur faute, hein, les pauvres. C'est souvent ceux qui sont biberonnés depuis le berceau aux écrans. Et puis, c'est pas des séries comme C'est pas sorcier ou Il était une fois la vie qu'ils regardent. Hein. C'est plutôt des films du style Tempête de boulettes géantes. Non mais je veux bien qu'il y ait un réchauffement climatique, mais de là à parler de tempête de boulettes géantes, je reste sceptique. Donc je vous laisse imaginer que ces élèves ne sont pas prédestinés à être des élites de la nation. Mais nous, les instituts, on a tellement envie que cette école de la République fournisse des bases élémentaires à tous les VS qu'on est prêt à tout. Donc moi, pour leur apprendre le calcul mental, je suis passée au collier de pâtes. Ils apprennent en comptant le nombre de pâtes qu'ils enfilent. Et comme nos élèves, on leur apprend non seulement l'égalité, mais aussi la fraternité. Super, vous avez retenu. Et ben, les colliers de pâtes, ils ont voulu en distribuer à tout le monde. Les camarades, les surveillants, les maîtresses. D'ailleurs, il m'en reste plein des colliers de pâtes. Donc si certains en veulent, je liquide à la fin du cours. J'en ai de toutes les couleurs, toutes les tailles qui correspondent à toutes les tables de multiplication. Venez me voir. Voilà, et puis le meilleur apprentissage de la République pour les élèves, ça reste quand même l'élection des délégués de classe. Je vois que certains se rappellent des souvenirs. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à comprendre et s'approprier les codes de la politique et de la République française. Par exemple, le petit Pierre-Étienne, il a déjà compris la corruption. Pour se faire élire, le bonhomme, il a acheté en secret le vote de tous ses petits camarades avec des carambars et des boules de mammouth. Et une fois qu'il a été élu, il a donné des privilèges à ses deux meilleurs copains. Je crois que lui, ses inspirations, c'est pas Martine à la plage, mais Fillon en campagne. Donc oui, voilà, l'école est le berceau de la République dans ce qu'elle a de meilleur, mais aussi ce qu'elle a de pire. Regardez la petite blonde là au premier rang. Mais alors elle, c'est Marine Le Pen tout craché. À la cantine, quand il y a les élèves de l'école d'en face qui arrivent, elle veut pas faire de la place à sa table. Elle prend ses couverts comme ça dans sa main et elle dit « On est chez nous! On est chez nous !» Pour la fraternité, on passera. Bon, trêve de plaisanterie. Vous, mes petits CE1B nostalgiques que vous êtes. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que Jules Favre et l'école en général est bel et bien le berceau de la République. La République parfois dans ce que l'on aime le moins, mais avant tout la République dans ses valeurs que nous chérissons tous. Donc voilà, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à venir me voir pour les colliers de pâtes. À la négative, Emma Piakmaj. Pour tout vous confier, je me suis retrouvée bien désemparée quant à un sujet qui me rappelle des nuits agitées et des lendemains compliqués face à la peur d'être dans une posture d'imposteur. Peur de ne pas faire bonne impression, de m'en mêler les pinceaux et dans mon cerveau la pression, que mes affirmations finissent comme des pions mal placés qui me poussent à l'échec. J'en perds mon latin bien que je ne l'ai jamais parlé. Je bégaye, j'aimerais me défiler, me cacher, me recoucher, mais le monde avance et les trains passent. La balançoire du doute me pousse en avant, en arrière, en avant, en arrière. L'incertitude me paralyse et alors je rature, brouillonne et finis par me prendre en jeu, car après tout, les pages blanches sont toujours des promesses que la médiocrité se transforme en quelque chose dont les lendemains se souviendront. J'ai eu 2 heures pour écrire. Le fil rouge de mes pensées me met à la marge et mon emblème sera Adèle. Adèle n'a rien de vraiment normal. Elle s'extasie sur tout, trouve follement divertissant l'avancée du monde et sautille gaiement en l'attendant. Elle ne traite les gens ni en enfants ni en adultes. Elle voit son quotidien au travers de ses yeux légèrement plissés
et n'entend ni le rugissement de la médiocrité, ni la sirène du morose et de la tristesse. L'insolence mutine, des longs cils qui jaugent le vide. Un peu naïve, elle vit avec l'air du temps et comme une enfant dans la neige, le moindre froid lui met le rouge aux joues. Elle danse partout et tout le temps, se réfugie dans une vie imaginaire car la banalité est trop triste pour ne pas s'inventer des histoires. Un temps Esmeralda escaladant Notre-Dame, l'autre jour la bohème de Puccini. Elle rêve comme Rimbaud en hiver et dans l'écume des jours, elle cueille la mer à main nue, une mer qui parfois agitée la fait divaguer en portant tout sur son passage. Tout est un combat pour rire et sa gloire à elle est le droit d'aimer sans commune mesure. Elle bouscule tout et si son attitude n'a pas de queue, elle a bien une tête et pas n'importe laquelle. Une tête remplie d'un ailleurs un peu lointain, de celui inaccessible pour notre normalité, de celui qu'on préfère réduire à moins digne d'intérêt. Adèle a ce foutu chromosome en trop, pourtant 21. Ça semble rien, mais parfois, le dérisoire est étonnant, il prend au dépourvu de manière insidieuse. La trisomie éprend et méprend jusqu'au vertige, comme la folie qui te fait devenir ton propre ennemi. Adèle vit dans l'interstice du monde. Dans cet interstice, des hommes et des femmes ne suivent pas le train-train quotidien d'un point A à un point B. Pas vraiment militants ni combattants, juste quotidiens. Ils coexistent, mais nous autres ne faisons rien pour leur faciliter la tâche. Rien de désirable, rien de respirable, l'air en est étouffant. Aucun plan, aucun programme. Et l'école, pour Adèle, est l'un de ses points de non-retour. Rentrée en 6e. On ne se contente plus de courses et de glissades, mais on découvre le monde étrange, celui de l'autre. Vite, il n'y a plus vraiment de place pour autre chose que la conformité. Des voix nasillardes qui miment et imitent les différences. La honte de celui qui avait peur du ballon et qui préférait la compagnie des filles. La honte de celle qui prend du poids. La honte de ceux qui finissent leur récré en larmes dans les toilettes. Et on ne s'intègre pas vraiment dans le rejet. C'est cruel, un enfant, et chacun d'entre eux ont porté les traces de leurs pattes avant qu'elles ne soient modelées par les griffes du temps et l'innocence ternie par la force des choses. Alors, Adèle part à la chasse aux alternatives. L'école buissonnière est devenue un moyen d'échapper à l'oppression des cons qui sont formés à être conformés. On la croise dans les impasses d'impulsion, dans les avenues du hasard et dans les ruelles douteuses d'improvisation. Quand Marianne est l'élève modèle de ce pays, Adèle a bien du mal à s'extraire de son rôle de petit canard. Et pour dire vrai, la République n'est jamais vraiment innocente et ses mains ne sont blanches que dans les mensonges. Le rejet de l'autre nous enferme dans un monde prévisible et quotidien, et on gagne forcément à voir que la vraie vie est ailleurs que dans le tour d'ivoire. Mon emblème ce soir n'est pas l'école de la République, mais celle qui nous apprend des différences et qui trouve sa beauté sublimée dans les échecs. Rien n'est inéluctable, car tout s'invente et se crée, y compris l'horizon de croire qu'il est encore possible de modeler nos emblèmes au gré de nos différences. Quand la politique nous manque et dont le manque nous tue, il faut la folie de croire qu'il peut en être autrement. Marianne est l'emblème des mondes passés, usés, des mondes tentés et rêvés, mais Adèle est la mienne, et sans elle, la France n'est rien. Elle est tout ce pourquoi, si la République a encore un sens, on doit se battre. Ce pour qui rien n'est jamais acquis dans la vie, mais qui, portés par le courage de se battre, sont la constituante même des valeurs qui devraient nous animer. Le sujet suivant, l'enfance a ses odeurs, citation de Jean Cocteau. À la positive, Laurine Ramalho. Une adulte, ou presque, a quelque chose à dire. Plutôt à chuchoter, non, plutôt à écrire. Mais elle a beau chercher, elle ne se souvient pas. S'ouvre alors dans sa tête d'innombrables débats. Dans un coin de celle-ci, assise en tailleur, une enfant tient un livre dont se répand l'odeur. Une odeur si bruyante qu'elle vous prend, qu'elle vous broie. Une odeur qui commence par « Il était une fois ». Il était une fois, dans une jolie maison, dans un joli quartier, une petite fille et sa maman, occupées à pâtisser. La pâte est fin prête, le saladier est bien léché.
Le four s'allume et gonfle de belles madeleines dorées. L'odeur est entêtante, elle ne la quittera plus. Elle sera son guide quand le temps sera perdu. Parce que les odeurs... Les odeurs! Oh mon Dieu, l'enfance a ces odeurs que l'odeur ignore! Ah, on sent le discours qui va confondre Proust avec un relâchement intestinal, non? Ignorer que l'enfance et ses odeurs est plutôt incongru. Parce que s'il est une chose que l'on ne peut dissocier de l'enfance, c'est bien ses odeurs. Ces arômes corporels, ces fluides mirifiques. L'enfance est un parfum, c'est un ton, c'est une teinte, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? L'enfant éjecte, il pue. Mais en plus de ça, il débloque, croyez-moi, il est atteint bien plus que la tarte. Lorsque j'étais animatrice, Éléonore, 4 ans et demi, s'étrangle à moitié à côté de moi. Je me tourne et la trouve, main enfoncée dans la gorge, la figure rouge et gonflée. Éléonore, mais que fais-tu? Et voilà que la coquine aux yeux éteints me répond, verdict. Je voulais voir si je pouvais toucher la nourriture dans mon ventre. Et alors, Éléonore? Est-ce que cette expérience va pouvoir développer en toi une thèse que tu pourras défendre dans un TEDx? Ou bien tu t'es juste enfoncé le poignet jusqu'à la glotte uniquement pour me rendre folle? Parce qu'elle est là, l'odeur de l'enfance. Dans la folie, dans l'aventure, dans l'apprentissage. Qui parmi vous ne s'est jamais mis du shampoing qui ne pique pas directement dans les yeux pour vérifier si ça pique? Spoiler, ça pique. Après, peut-être que ça pique pas les yeux que si tu le mets pas directement dedans. Bref, revenons-en à nos couches culottes. Ah, l'enfance, c'est des odeurs, c'est un style, c'est des codes, c'est une liberté, mais qu'est-ce qu'on a hâte d'en sortir. Et pourtant, rien qu'une odeur peut nous y replonger. Quoi qu'on en dise, qu'on les aime ou qu'on les déteste, les odeurs ont le pouvoir d'invoquer les souvenirs. Ceux qui existent en dehors du temps, ceux qui n'ont ni début ni fin, ceux qui s'éveillent aux fumets du matin. Et si c'est de cela dont il s'agit, s'il s'agit de l'enfance, ses joies, ses peines et ses angoisses, alors oui, l'enfance est olfactive. Et de dégoût ou d'amour, son odeur nous touche. Mon enfance à moi était sensorielle, pleine d'éclats, de couleurs, mais rien d'artificiel. Des émotions, des goûts, des lumières me reviennent, des souvenirs de Lisbonne, de Lyon, de Cayenne. Mon enfance est teintée de rêves et d'espoirs, d'éloges du théâtre à l'esquisse d'une gloire. Aux sentiments mêlés de fierté et de peur, j'associe les odeurs de poudre, de lac, de sueur. J'étais gourmande du monde, toujours insatisfaite, car la vie dans ma tête, la vie n'était qu'une fête. Excès, ivresse, intensité, mes sens faisaient système pour tout décortiquer. Si l'enfance a une fin, celle-ci dévore le monde, découvre des fumets par questions qui abondent. Maman, maman, dis-moi, quand serai-je une adulte? Mon cœur, mon âme, ma tête plongeaient dans ce tumulte. Mais demain est venu, et l'enfant, elle n'est plus. Du moins pas tout à fait dans ce livre qu'on a lu. Si elle pouvait revenir par l'odeur d'une madeleine, croyez-moi, j'en mangerais des milliers, par centaines. Mais mon odeur à moi se trouve en cet instant. Sur cette scène, dans vos yeux, elle est là, je la sens. Une odeur si bruyante qu'elle vous prend, qu'elle vous broie. Une odeur qui finit par il était une fois. Il était une fois une jolie maison dans un joli quartier et une petite fille pleine d'idées passionnées. Le regard bagarreur, la pupille fière, le ventre jamais plein, gourmand de l'univers. À toi, petite fille, du fond du cœur, merci pour tes goûts, tes odeurs et aussi tes folies. La vie est belle, je le sais, chaque jour on me le dit. Mais c'est toi la première qui me l'avait appris. À la négative et pas de loin. Aujourd'hui, je dois bien vous l'avouer, je suis plutôt embêtée. Embêtée parce qu'après avoir passé des nuits noires face à des pages blanches, j'en suis arrivée à la conclusion que Laurine, ma chère contradictrice, tu n'as pas tort.
l'enfance a bien ses odeurs. Car dire que l'enfance n'a pas d'odeur, ce serait dire à Marcel Proust qu'il perd son temps, qu'il n'est pas du côté de chez Swann, mais à côté de la plaque, que sa Sainte Madeleine n'est qu'une impostrice. Mais j'exècre la malhonnêteté intellectuelle. Je déplore les tournures élégantes, mais livides, les faux semblants, les mirages de vérité. Car, oui c'est vrai, il me semble que l'enfance laisse derrière elle des odeurs mémorables, des souvenirs d'un temps, des nostalgies d'antan. Le souvenir est là, on sent l'odeur du bout du nez tout en cherchant les mots du bout de la langue. Et parfois, je replonge dans mon enfance et je me dis qu'elle est si tendre, si douce, si idéale. Attendez, ça vibre dans ma poche, je suis désolée. C'est ma mère qui m'appelle. Je suis désolée, je dois répondre. Oui, maman? Allô? Non, non, tu ne me déranges pas. Je suis devant 300 personnes. La routine, quoi. Écoute, j'étais en train de raconter quelques souvenirs d'enfance. Et d'ailleurs, tu te souviens? Les dimanches après-midi. Je m'en rappelle, je passais des après-midi entières à jouer dans le jardin. Et ça sentait si bon la lavande. Attends, quoi? Comment ça, on n'a jamais eu de lavande? Bon, je te laisse maintenant. Ouais, bisous. J'invente. Comment ça, j'exagère? Tout ça, c'était qu'une réalité fantasmée, une promesse de l'aube, une illusion perdue? Je crois que nos souvenirs de jeunesse sont un cocon chaleureux, un abri, un refuge à cette vie de grand où l'on garde la tête sur les épaules tout en marchant sur la tête. Et moi-même, je suis entrée dans cette vie d'adulte sans jamais parvenir à en ressortir. Ça a commencé avec un café, puis deux, puis trois, puis pouf, je me suis retrouvée séquestrée, encerclée, assiégée dans une vie faite de papiers administratifs, de cours de droit administratif, de transport en commun, d'un quotidien pas vraiment hors du commun qui, lui, ne me transporte plus. L'époque de la difficulté d'être remplace celle des enfants terribles. Alors, quand ma vie n'est plus aussi rose que celle d'Édith, que les piafs ne chantent plus, que les jours gris attisent mes idées noires, il me prend l'envie de replonger dans cette enfance haute en couleurs. Quand m'atteint le syndrome de la mélancolie, la fièvre de l'ennui, les souvenirs sont mes remèdes, et l'enfance, ma délivrance. Parce qu'honnêtement, c'est vrai, l'odeur de la pâte à modeler semble bien plus réconfortante que l'odeur de l'essence, surtout quand elle dépasse 2 € le litre. Mais je refuse de céder à la politique du c'était mieux avant. Je préfère la laisser à une certaine Valérie Détresse. La vérité, c'est qu'à toujours chercher refuge dans le passé, c'est le présent qui nous échappe. Car, au fond, l'enfance n'est pas si belle, et la vie d'adulte, pas si terne. Le monde demeure plein d'odeurs, de parfums, de senteurs. Elles sont immortelles, éternelles. Elles sont ici et là, autour de moi, autour de vous, aujourd'hui et demain, dans les villes, dans les campagnes. Les odeurs sont là, toujours. C'est la douce odeur d'un café trop amer, le parfum de la mer qui ondule dans les airs, celui de nos 2 corps brûlants qui s'embrasent et qui s'enflamment, et c'est même l'odeur de la clope froide qui agresse nos narines les lendemains de soirées trop arrosées. Alors, je m'adresse à vous tous. L'enfance n'est peut-être qu'un fantasme, qu'un idéal qui ne vit qu'au travers de notre esprit. Mais elle nous a appris ce que voulait dire être enfant, et à quel point c'était important. Être enfant, c'est s'émerveiller du banal, tout en banalisant l'émerveillement. Alors, ensemble, battons-nous pour garder notre âme d'enfant, ou devrais-je dire, notre arme d'enfant. Et enfin, pour le dernier discours de la soirée, rêver de sa vie en couleur, est-ce le secret du bonheur? Peter Pan. Et à la positive, Axel Poirier.
Un sujet Disney? Mais quelle merveilleuse idée! Faire rimer bonheur avec couleur. Faut vraiment pas avoir répondu à l'heure. Hein? Fais barrer. Y'a quelqu'un? J'adore ce sujet sur les couleurs, c'est parfait pour moi, puisque je ne me nourris exclusivement que de dragibus. Ces petites billes colorées et sucrées sont si mauvaises pour la santé. Ça a commencé! Tu vas là, sors de l'obscurité, démontre ta lune et ton visage sous la lumière colorée. Ça va, pas la peine de te prendre pour Cyrano. Et tu es qui? Je suis là-bas dans ta tête qui t'empêche de devenir schizo. Hein? Merci. Excusez-moi, cher public, je réglais un petit détail avec mon nouvel ami imaginaire. Oui, j'adore les dragibus. Chaque fois que j'ai un petit coup de mou, hop, j'en prends un, et je me mets à rêver. Tenez, je vais vous montrer. Ah, un bleu comme le ciel. Tout comme le grand bleu, quel ennui mortel. Chut! Un autre. Vert comme un Prévert et Jacques Prévert. Vert comme le nucléaire dans nos blés et dans nos verres. Un autre. Rouge comme le coucher du soleil. Rouge comme la place rouge en Russie. La guerre en Ukraine, l'oligarchie, la censure. Violet comme le Beaujolais. Comme le vin tue chaque année un homme sur 20. Jaune, oh, comme les pierres dorées. Ces pierres dorées des pyramides qui ont tué tant d'esclaves. Oh zut! Pourquoi t'es si pessimiste et méchant? Parce que c'est nul ce que tu fais. Tu n'aimes pas le sujet? Évidemment que je le déteste. C'est n'importe quoi. Rêver ne peut pas apporter le bonheur. Rêver ne peut apporter que désillusion et frustration. Au lieu de rêver ta vie en couleur, tu ferais peut-être bien par commencer par essayer de la vivre. Mais je vis ma vie en couleur. As-tu comment t'es habillé? Quoi? Bleu foncé, c'est une couleur, je te signale. Et puis toi, comment t'es habillé, monsieur je sais tout? Bleu foncé. Comme moi! On a tellement de points communs. Mais tu te trompes quand tu m'accuses de rêver au lieu d'agir. Tu te trompes parce que tu opposes la pensée à l'action. Rêver n'est pas le contraire d'agir. C'est son préliminaire, sa condition. Si je veux agir, je dois d'abord rêver. Si je veux atteindre un but, je dois d'abord me le fixer. Parce que si j'agis sans savoir pourquoi j'agis, est-ce que j'avance? Tous ces gens qui courent et font sans fin, et surtout sans fin, c'est parce qu'ils ont peur. Peur du noir qui les attend s'ils ferment les yeux ne serait-ce qu'un instant. Moi, quand je ferme les yeux, je les vois, les couleurs. Vas-y, ferme les yeux et vois-les. Si je n'y parviens pas, j'aimerais que je ferme les yeux, que je rêve de ces couleurs, que je tente de les atteindre. Elles disparaissent au moment de les rouvrir. Alors oui, je rêve de la vie en couleurs. Et alors, lorsque je me réveille, tout ce que je vois devant moi, c'est un noir total. Et tout ce que j'ai, ce sont des illusions et des rêves frustrés. Ce que tu as, ce sont des émerveillements et des espoirs à combler. Alors oui, rêve de ta vie en couleur pour atteindre le bonheur. Parce qu'avoir un rêve, c'est avoir un but à atteindre. C'est avoir une consolation au cas où tu n'y arrives pas. C'est avoir un endroit où te réfugier, pour te reposer, pour te motiver à retenter ta chance. Parce que tu l'auras, ce bonheur. Écoute-moi bien, tu l'auras. Oui. Oui. Ça doit être ça le secret du bonheur. Ça doit l'être. Il faut que ça le soit. J'ai besoin que ça le soit. Parce que sinon, je ne sais plus quoi faire. Joie? Tu ne dis plus rien, Joie? Joie? En fait, la voix dans ma tête, c'était toi. Et la dernière oratrice de la soirée à la négative, Lumbarek.
bonsoir. Certains vous ont fait rire, d'autres vous ont fait pleurer, mais attention, il n'est pas encore l'heure de dormir parce que maintenant, c'est à moi de passer. Voici donc pour commencer l'horoscope de l'année. Rouge, comme les coups de rouge et de rosé qui mettent vite un coup dans le nez, ou comme les roses, symbole de romantisme ou d'érotisme, pour vous cette année, tout sera désordre, danger, luxe, passion et volupté. Vert, couleur de l'espoir et du hasard, c'est votre jour de chance. Ou presque. Couleur des écolos, de la vie claire et du thé bio, le vert est aussi symbole d'échec et d'infortune. Couleur bannie des théâtres, paraît qu'un certain Molière serait mort sur scène dans un costume verdâtre. Bleu, couleur des déprimés, pour vous, c'est certain, les larmes vont couler. Sans oublier qu'entre polémiques sur le drapeau européen et couleurs des républicains, j'ai beau recompter, c'est mal barré, l'addition sera salée. Bon, vous le voyez, ça ne fait pas rêver, n'en déplaise aux adeptes d'astrologie que j'agacerai ce soir, le déterminisme de la symbolique, ça fout le cafard. Vous l'aurez donc constaté, si l'on veut atteindre le bonheur, ce n'est pas dans les couleurs, mais bien ailleurs qu'il faut chercher. Alors, rêvons en sensations. Comme je rêve ma vie en fête et en chorégraphie, comme je rêve ma vie au son des démons de minuit, je rêve de devenir comédienne, et comme Dalida et Molière, de mourir sur scène. Rêvons en souvenirs, car si les rêveurs aspirent toujours au lendemain, quoi de plus délicieux en vérité qu'hier et son parfum. Alors, à bas les couleurs, rêvons en noir et blanc, et entre les 50 nuances de gris du film de nos vies, voyons-nous enfants. Et l'espace d'un instant, imaginons le passé surpasser le maintenant, surpassé par le maintenant. Rêvons de ceux qui nous manquent tant, comme s'ils étaient encore présents, et remplaçons les « c'était mieux avant » par « c'était beau avant ». Mais pour ce qui reste à faire, mieux vaut vivre que rêver. Parce que ceux qui rêvent l'avenir finissent toujours par le subir. Parce que les rêveurs ne sont jamais que des dormeurs qui découvrent à leur réveil que toutes leurs aspirations n'ont trouvé réalisation que dans leur sommeil. Alors on rêvait forêt verdoyante, on se réveille Amazonie suffocante. On rêvait prince charmant et son cheval blanc, on se réveille avec l'amour dure 3 ans. On rêvait le rouge d'une gauchimie, on se réveille avec rien. Alors, fini les rêves, place à l'action, que ma réalité soit à hauteur de la fiction. Plus besoin de morfler chaque soir pour écrire les plus belles histoires. Elles sont là, portées d'un bras qu'il ne suffit que de tendre parfois. Et à tous ceux qui, dans un élan de vie, auront lancé un atroce Carpe diem, mec, YOLO, ou pire, One Life. Je voudrais répondre aujourd'hui qu'ils avaient raison, parce qu'à force de trop rêver, et ben après, on finit par se réveiller et n'avoir rien fait. Alors la jeunesse est passée, parfois même la vieillesse aussi. Et alors là, mon petit, il n'y a vraiment plus rien à faire. Hein. Une vie, il n'y en a qu'une seule. Et quand il n'y en a plus, eh ben il n'y en a plus. Donc si Stéphane Hessel disait « Indignez-vous, je vous l'implore, réveillez-vous, osez penser, parler, crier même s'il le faut, mais vivez. Si Sciences Po est idéaliste, laissez s'exprimer votre côté réaliste. Pour une fois, une seule, adoptez l'esprit HEC. Ne dites plus « Ah, si seulement » et préférez les « Je veux, je peux ». Alors, souquez les artimuses et vivez aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voyez la vie en rose, n'ayez plus peur de rougir face au mot bleu et faites-vous baron noir, tout est possible. Votre vie est une scène et vous y avez carte blanche. Et comme tout est bien trop court, vivez, vibrez d'amour. Si la reine de cœur repeint les roses en rouge, laissez-moi y ajouter les violettes et les bleuets. Que la flore s'exprime dans un éclat d'intime, que tous les corps, du blanc au noir, se confondent en œuvres d'art, que le fruit interdit soit 1000 fois consommé, car une vie ne vaut rien si l'on n'a pas péché. Par péché, je veux dire rire, frémir et jouir. L'heure est enfin venue d'assouvir vos désirs. Alors, n'attendez plus, osez vous mettre à nu, car chacun de vos rêves peut devenir réalité, à condition bien sûr de ne jamais oublier de vous réveiller. Donc, les jurys vont partir délibérer.
Et pendant le temps de la délibération, on vous propose deux entractes. Donc tout d'abord, il va y avoir la meute qui va venir faire un spectacle, et puis après, il y aura un tempo qui va faire un petit concert le temps que nos jurys prennent leur décision, faire leur podium. Par ailleurs, on vous encourage tous à aller sur l'Instagram et la story Facebook de Jules Favre pour voter pour le prix du public et donc gagner votre coup de cœur de la soirée. Merci à tous. Show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. Holy water, crying at the altar. In your desire, freedom from the Maya, Maya. My spell made of gold, gold, gold. 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 You know that it's good. You know that it's good for you. You know that it's good. You know that it's good for you. You know that it's good. You know that it's good for you. You know that it's good. You know that it's good. My spell made of gold, gold, gold. My spell made of gold, gold, gold. My spell made of gold, gold, gold. My spell made of gold. Oh, you with a spine, who would work your mouth against this magic of mine? It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.
Moment de transition.
préparé 3 chansons, un peu plus calmes que tout à l'heure pour rester dans l'ambiance. Mais bonne nouvelle, on se retrouve jusque minuit pour un concert du coup de l'autre côté du bar tout à l'heure. Mais là, on va profiter de ce moment sur scène pour faire des chansons un peu plus calmes. Donc voilà, merci de les applaudir.
Le théâtre qui nous accueille ce soir. Merci. Et les ingé-sons et tout le staff qui a tapé dessus et qui nous a aidés ce soir. Donc merci à eux. On se retrouve tout à l'heure, les places de délibération maintenant. On va désormais passer aux résultats et je vais appeler les membres du jury de venir sur scène. Pas forcément bon signe, puisque les autres jurés m'ont demandé de prendre la parole en leur nom, donc je comprendrai. Mais on va assumer véritablement la décision et le choix de notre jury qui a été unanime.
Un mot pour évidemment vous remercier pour l'immense qualité des prestations. Vous nous avez véritablement impressionnés. Et peut-être une précaution avant quand même de vous donner les résultats, c'est de vous dire que ce que nous allons vous donner comme résultat, c'est le point de vue convergent, mais le point de vue de 5 personnes. Donc il faut relativiser quand même tout cela. On a pris un immense plaisir à vous écouter, vous nous avez fait rire, vous nous avez émus, vous nous avez impressionnés, vous avez pu nous agacer par certaines prises de position, mais c'est tout le rôle de ces concours, et donc encore une fois, un immense merci. Bon, il a quand même fallu trancher. Et donc nous l'avons fait, même si on a quand même bien discuté, et donc nous sommes arrivés à un résultat. Je vais donc forcément remonter de la 3e place à la 1re. Vous nous avez dit 3, nous on en aurait classé encore plus si vous nous aviez demandé plus. Donc en 3e position, elle nous a fait sourire, elle nous a parlé de couleurs, et nous avons donc retenu Lou Mbarek. Position. Il nous a fait sourire, il a évoqué un certain nombre d'hommes politiques, il a évoqué la présence de ses parents dans la salle, on était obligé de le retenir, c'est Gabriel Delézy. Nous a fait sourire, elle a mis du fond, elle a mis de la prestance, et elle nous a véritablement impressionnés, notamment quand elle a sorti cette vérité que de l'alignement du bilan carbone et du compte en banque, c'est Apolline Gauthier. Féliciter les trois gagnants selon le jury. Mais bien sûr, nous sommes d'accord, et félicitations encore une fois. Cependant, le public a désigné une 4e personne qui remporte ce soir cette finale. Il s'agit de Laurine Ramalho. Eh bien, merci beaucoup, merci à ce très cher public. Vous avez été fidèles et on est vraiment très heureux. On vous a vu prendre beaucoup de plaisir à les écouter. Les 12 orateurs n'ont vraiment pas démérité. Ils ont tous un talent incroyable et on peut encore les applaudir. De Sciences Po Lyon qui nous ont aussi permis à cette soirée d'être ce qu'elle est, notamment à Meute et aussi à Tempo. Merci à vous. Un énorme big up aussi à Sciences Po Lyon.
qui nous a bien aidés financièrement et qui est justement là. Je tenais vraiment à souligner le travail d'une énorme qualité de la part du théâtre Comédie Odéon qui nous a accueillis pour la 2e fois. Ils ont toujours été très accueillants auprès des étudiants, auprès de Sciences Po Lyon. J'ai envie de remercier tout particulièrement Camille ainsi que Baptiste qui était à la régie qui nous a permis de vivre ce moment délicieux. On va faire un petit coup de 2 minutes avec Rémi parce qu'on aimerait également féliciter notre président de comité sans qui rien de tout ce qui s'est passé ce soir a pu arriver. On remercie aussi bien évidemment les jurys pour leur présence. Les 12 orateurs sur scène pour qu'on puisse les applaudir une dernière fois, prendre des photos et... Merci. Voilà, merci beaucoup, c'est terminé pour ce soir. On vous propose de continuer un peu la soirée jusqu'à minuit avec Tempo qui va continuer à vous faire des belles musiques, des beaux chants et vous pourrez continuer à boire. Vous fêtez la semaine